12 000 euros. C'est le prix franchement hallucinant d'un petit tas de ce qui ressemble à s'y méprendre à des pierres irrégulières, même pas lavées, venues tout droit d'Italie. À première vue, honnêtement, rien ne justifie une somme pareille. Mais la vraie valeur de ces objets un peu étranges, eh bien, elle ne saute pas aux yeux. Elle se trouve intégralement dans leur parfum. Un arôme absolument enivrant, complexe, sans aucune retenue. Une odeur tellement puissante qu'elle vaut, très littéralement, son pesant d'or. Et ça, c'est l'illustration parfaite de ce qui se cache sous ces formes un peu rocailleuses. Les fameuses truffes blanches du Piémont, des spécimens incroyablement prisés. Contrairement à une pomme ou à une baie qui s'affiche au grand jour pour être mangée, ces truffes sont en fait des organes de fructification qui vivent et poussent exclusivement sous terre. Du coup, ça pose un défi évolutif majeur. Comment faire pour propager la vie quand on est invisible ? La réponse de la nature est juste fascinante. Elles vont déployer un leurre chimique hyper puissant, une odeur très piquante, pour recruter activement des animaux. L'idée, c'est de les forcer, via cette odeur, à creuser pour les déterrer et au final, à disperser leurs spores. Bienvenue dans cette nouvelle analyse où l'on va littéralement faire voler en éclats les idées reçues sur le monde fongique. En s'appuyant sur des recherches scientifiques absolument incroyables, notre but aujourd'hui, c'est de montrer que les champignons sont bien plus que de simples petites apparitions immobiles dans la forêt. On parle de véritables entités qui communiquent, qui résolvent des problèmes spatiaux complexes et qui façonnent notre environnement. Des êtres qui, au fond, remettent totalement en question notre définition même de la vie. Pour structurer un peu notre réflexion, voici notre parcours. On va d'abord aborder le leurre chimique. Puis, on plongera dans l'architecture fongique cachée. Ensuite, on parlera de cette fameuse intelligence sans cerveau et on terminera en redéfinissant carrément ce qu'est un individu. Un programme bien chargé, des plus hauts sommets de la gastronomie mondiale jusqu'au mystère microscopique de la forêt. On y va ? Section 1, le leurre chimique. Allez, plongeons dans le vif du sujet. Il faut savoir que le monde de la chasse à la truffe en Italie, c'est un milieu féroce, ultra compétitif, qui frôle même parfois l'illégalité. C'est un univers extrêmement secret où des chiens experts comme les incroyables Kika et Diavolo sont entraînés tous les jours. Ces animaux agissent comme l'interface indispensable entre l'humanité et la nature, tout simplement parce qu'ils sont capables de lire ce fameux langage chimique totalement invisible et enfoui juste sous nos pieds. L'élégance de cette stratégie évolutive est, pour le coup, remarquable. D'abord, la truffe pousse sous la terre, ce qui lui permet de protéger ses précieux spores des intempéries. Mais pour pallier le fait d'être coincée dans l'obscurité la plus totale, elle produit cet arôme enivrant capable de transpercer l'épaisse couche de terre. L'objectif ? Attirer irrésistiblement un animal qui va faire le sale boulot, c'est-à-dire la déterrer. L'animal la mange et hop, disperser les spores de façon optimale pendant la digestion. C'est un véritable chef-d'œuvre de manipulation écologique. Et la puissance de ce discours chimique est juste phénoménale. Le nez humain est un outil d'une précision inouïe, capable de détecter près d'1 billion d'odeurs différentes. Eh bien, malgré ça, le parfum d'une truffe noire du Périgord est tellement complexe, tellement saturé d'informations chimiques, qu'il peut carrément déclencher des flashbacks visuels et des souvenirs émotionnels très profonds chez les personnes qui l'inhalent. C'est comme une intrusion chimique directe dans le système nerveux. Fou, non ? Passons à la section 2, l'architecture fongique cachée. La truffe, ou n'importe quel champignon qu'on ramasse lors d'une balade en forêt, n'est en fait qu'une minuscule partie de l'organisme. C'est juste le fruit, en quelque sorte. La vraie architecture, le corps gigantesque du champignon, c'est un réseau tentaculaire qui opère en silence, caché dans l'obscurité du sol. Si on regarde bien, on a d'un côté ce fruit visible et statique, et de l'autre, le corps caché, le fameux mycélium. C'est une sorte de filigrane complètement anarchique, un enchevêtrement massif de minuscules tubes cellulaires. Au lieu de le voir comme un objet solide, il est bien plus juste de l'imaginer comme un processus en pleine action. C'est une force d'exploration permanente qui tisse des liens, sans arrêt, à travers tout l'écosystème. Et pour vraiment réaliser l'ampleur vertigineuse de ces réseaux, direction l'Oregon, aux États-Unis. C'est là-bas que vit un spécimen de champignons armillaires tout simplement hors norme. On parle d'un réseau unique qui pèse des centaines de tonnes, s'étale sur plus de 10 km² et qui est là depuis des milliers d'années. On estime son âge à environ 8000 ans. C'est l'un des organismes vivants les plus grands et les plus anciens de toute notre planète et il est totalement dissimulé sous la surface.
Mais honnêtement, leur taille, ce n'est rien à côté de leur capacité métabolique. Les champignons accomplissent des prouesses qui défient l'entendement. Ils peuvent littéralement dissoudre de la roche solide pour créer le sol dont les plantes ont besoin pour pousser. Ils sécrètent des enzymes capables de digérer le pétrole brut ou les plastiques industriels, et ils peuvent même décomposer des explosifs comme le TNT. Plus dingue encore, certains ont survécu au vide de l'espace. Et au cœur des ruines irradiées du réacteur de Tchernobyl, on a trouvé des champignons qui utilisent carrément les radiations mortelles comme source directe d'énergie. C'est de la science-fiction, mais dans la vraie vie. L'impact de ces organismes est tellement monumental qu'ils remontent de la Terre jusqu'au ciel. Chaque année, ils produisent environ 50 mégatonnes de spores microscopiques. Pour mettre ça en perspective, ça représente l'équivalent du poids de 500 000 baleines bleues balancées directement dans l'atmosphère. Ces spores constituent la plus grande source de particules biologiques dans l'air et elles agissent directement sur la formation des nuages, de la pluie et de la neige. En gros, les champignons contrôlent littéralement une partie de la météo mondiale. Ce qui nous amène à la section 3, l'intelligence sans cerveau. Et là, ça bouscule nos certitudes les plus ancrées. Si ces réseaux gigantesques arrivent à s'adapter, à explorer et à interagir de façon si optimale avec leur environnement, comment font-ils tout ça sans l'ombre d'un cerveau ? Ça nous pousse à remettre en question cette vieille idée de la grande chaîne de l'intelligence, celle qui place systématiquement les entités avec un système nerveux central tout en haut de la pyramide. Il y a une dualité vraiment fascinante ici. L'intelligence classique, celle qu'on connaît bien, est très anthropocentrique. Elle dépend d'un cerveau, elle dirige tout de haut en bas, centralisant chaque petite décision. À l'inverse, l'intelligence mycélienne n'a ni centre de contrôle ni cerveau. C'est fluide, complètement décentralisé. Le réseau arrive à résoudre les problèmes de son écosystème grâce à une communication ultra rapide, en propageant des signaux chimiques et même électriques qui ressemblent d'ailleurs beaucoup à ceux de nos propres cellules nerveuses. Et pour bien comprendre à quel point cette intelligence est redoutable, parlons de cette petite expérience incroyable avec des organismes apparentés, les moisissures visqueuses. Un chercheur s'est amusé à créer un labyrinthe reprenant le plan exact de son magasin IKEA, un endroit littéralement conçu pour perdre les gens, on est d'accord. Il y a placé ces organismes sans cerveau. Eh bien, sans aucun panneau ni logique cérébrale, la moisissure a exploré l'espace et a trouvé le chemin le plus court vers la sortie avec une facilité déconcertante. C'est de la résolution de problèmes spatiaux de très haut vol, sans la moindre once de matière grise. Nous voici à la 4e et dernière étape, redéfinir l'individu. Quand on prend conscience de ces réseaux immenses et totalement interdépendants, la manière dont la biologie a historiquement classifié la vie semble d'un coup un peu fragile. Il faut vraiment prendre une seconde pour laisser résonner cette question, presque existentielle. Si la nature entière fonctionne en réseau, où s'arrête exactement un individu et où commence un autre ? Prenons les humains par exemple, souvent perçus comme des entités hyper indépendantes et autonomes, eh bien ce sont en fait des écosystèmes ambulants. Un corps humain est colonisé par des dizaines de billions de microbes, de bactéries et de champignons. Et tout ce petit monde dicte l'immunité, la digestion et parfois même les humeurs. La ligne de séparation entre soi et l'autre n'existe tout simplement plus. Donc, le point crucial ici, c'est que la biologie classique s'est métamorphosée en écologie, c'est-à-dire l'étude des relations. La découverte de cette fameuse matière noire biologique et de ses symbioses profondes à travers toutes les strates du vivant nous force à tout revoir. L'idée un peu rassurante de l'individu isolé, maître incontesté de son propre domaine, doit être définitivement abandonnée pour laisser place à une vision basée sur une interdépendance radicale. Tout est connecté. En guise de conclusion, voici l'ultime réflexion que nous laisse cette plongée dans les profondeurs. Si on se met à observer la planète à travers ce prisme fongique, nos certitudes les plus solides sur l'identité, l'autonomie et l'intelligence s'effondrent. Réaliser que toute forme de vie sur Terre n'existe que par et pour la connexion, ça change carrément la place de l'humanité dans le monde. C'est une invitation, presque vertigineuse, à continuer l'exploration de ces mondes entrelacés et silencieux. Des mondes qui ont façonné notre passé et qui, à n'en pas douter, dessineront notre futur.